Et voilà. Alors, nous Eh bien, revenons bonjour. avec Bonjour. Xavier Jacus, rédacteur en chef du journal du Stratège, et avec Alexandre Droit, auteur de jeux de société dans la catégorie des jeux de plateau pour les jeux famille. Alors, donc, on a Alexandre Droit voilà, qui a créé beaucoup de jeux. On dit que c'est le créatif des 1000 jeux. Voilà. Qui c'est qui dit ça? C'est moi. Ah oui, d'accord, parce que je sais, j'ai jamais entendu ça, hein. Ah bah oui, tu vois, on vient de l'inventer. Voilà. On crée tellement de jeux qu'on peut même pas tous les acheter. Mais Là, il y tu en a... rigoles, mais attends, mais j'en ai pas beaucoup. Mais si, t'en as plein. Attends, Alors, donc, là, je regardais tout à l'heure une interview de Bruno Catala, il est à 120 ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai 14. bah, il sera celui qui en a créé 200 000. Alors, voilà. C'est ça. Alors, juste avant le confinement, le samedi, juste après l'annonce qu'on avait fermé, j'ai eu le temps d'aller courir dans les magasins de jeux, chercher vite, vite, vite des petits jeux d'Alexandre Droit. Donc là, on a Push, que tu as créé avec les illustrations de Stéphane Escapa. Voilà. Hop. Donc le jeu Push. Il y a aussi Dream On. Ouais, avec Julien Potière. Voilà, donc vous êtes co-auteurs tous les deux avec Julien Ouais. Protière. Et alors, sur la boîte, ça ne dit pas qui a fait les illustrations. C'est Valentina Mosco, c'est une italienne. Ah oui, c'est possible qu'elle ne soit pas marquée sur la boîte. En général, on se bat pour que les illustrateurs et les auteurs soient marqués, pas par problème d'ego, mais plus pour faire reconnaître le métier un peu d'auteur, ce qui est compliqué pour nous. Mais je crois que Valentina, c'est marqué derrière en fait. Ouais, il me semble qu'elle est marquée en petit derrière. D'accord. Donc voilà, le jeu Dream On, un jeu de mémoire sur inventer une histoire et retenir son histoire. Et puis le petit jeu Shop Shop. Voilà. Tiens, Le un gros petit. jeu. Qui est Donc mon plus Shop gros jeu Shop, d'ailleurs, je crois. Voilà, enfin, c'est le plus large. qui apparemment connaît un grand succès aux États-Unis, si j'ai bien compris Alors, les rumeurs de Cannes. ouais, je sais pas, en fait, c'est Djeko qui m'a dit que le jeu était best-seller avec Just One. Mais j'ai absolument pas plus d'infos que ça. Ils ont fait un. Par contre, ils ont fait comment ça s'appelle, une sorte de PLV où dessus tu as Shop Shop et Just One en photo, enfin avec des petites, de la com des deux jeux. Voilà, donc bah, je suis plutôt content d'être à côté d'un excellent jeu comme Just One, hein, avec en plus les prix qu'il a eu, tout ça. C'est pas du tout le même type de jeu, mais en tout cas, ça fait plutôt plaisir de. Enfin, de toute façon, ça fait toujours plaisir d'entendre que ton jeu marche bien ou qu'il y a du succès, ou forcément. Eh oui. Puis on a eu le temps de le tester à la maison. On a même pu faire plusieurs parties. Ma fille adore. Donc celui-là, c'est un jeu de 6 à 99 ans. Et puis, bah, il y a des petites mécaniques très sympas. Et au premier abord, on peut se dire, oui, bah, c'est un jeu pour les petits. Eh bien non, pas tant que ça finalement. Il est très stratège et c'est assez intéressant de voir. Ça fait un peu penser aux stratégies des jeux classiques, des jeux anciens. Un peu comme le jeu de Merel ou de Marel. Et donc, du coup, c'est à la fois, il y a le matériel est simple à appréhender, mais après, tactiquement, pour déplacer les souris, le chat, pour ne pas se faire attraper ou au contraire réussir à attraper tous les fromages, eh bien, c'est assez tactique quand même, l'air de rien. Voilà. Et toi, Alexandre, alors ces jeux, tu les qualifies de jeux d'animation, de jeux pour enfants, pour adultes? Quelle est la thématique que tu... Bah, moi, j'ai deux types de jeux essentiellement. En fait, j'ai des jeux tactiques mais faciles d'accès. Enfin, ma règle de base, c'est des jeux faciles d'accès en fait. Ce que j'essaye toujours de faire, c'est un jeu qui est expliqué en moins de 2-3 minutes. Voilà. Je suis pas un grand joueur à la base. J'aime bien que le grand-père joue avec son fils ou sa fille et les petits-enfants. J'aime que ça soit intergénérationnel en jeu. J'aime que les gens qui se connaissent pas se retrouvent rapidement à une table et qu'on a l'impression avec s'ils s'amusent et qu'ils rigolent, qu'ils se connaissent depuis toujours. Pour moi, c'est ce qui me plaît dans le jeu, c'est le côté société vraiment pour le coup. C'est vraiment ce côté un peu, on passe un bon moment à la table et on se prend pas la tête, on se fait pas des nœuds au cerveau avec les règles. Alors j'ai rien contre, forcément, je joue aussi avec des jeux un peu plus gros. Mais moi, ce que j'aime en tant qu'auteur, c'est essayer d'épurer au maximum un jeu et faire quelque chose de très simple, très fluide. L'un de mes jeux préférés, c'est Quarto, parce que voilà, je trouve que Mm. on pose une pièce, on en donne une autre, on pose une pièce, on en donne une autre, et là, il y a un truc magique qui se fait
avec 10 secondes de règles, quoi. Moi, j'adore quand un jeu est épuré et a cette facilité d'accès et peut être profond aussi. Donc voilà, je suis plutôt un auteur de jeux rigolos, en tout cas, ou de petits jeux tactiques. Et après, bah forcément, après, la barrière entre jeu familial, jeu enfant, elle est proche, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment, ça peut. Chop Chop, c'est un vrai jeu pour enfants, mais qui est quand même familial pour un public non joueur, en fait. Mhm. Pas trop un gros, qui est pas trop un public de joueurs. Ouais, oui. Et Mais ce que puis tu les dis jeux, sur c'est Quarto, jamais. effectivement, c'est ça, hein. Attendez, excusez-moi, je vous ai entendu en même temps. Ce que tu disais sur le jeu Quarto et sur les jeux un peu sobres dans la façon de présenter les règles, mais qui après ont vraiment des tactiques intéressantes, voilà, c'est exactement ça, effectivement. Bah, c'est ce que j'essaye tout le temps de faire. Après, avec plus ou moins de réussite, forcément, en fonction des jeux que tu signes pas. Et puis les jeux qui finissent dans un carton, tout simplement, que tu commences et tu n'arrives pas à trouver ce qu'il faut. Mais ouais, je suis vraiment très, très content quand j'ai réussi à faire un jeu qui est vraiment expliqué en. Quand j'arrive à faire un truc expliqué en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et que tu peux rapidement prendre plaisir à jouer, ça, c'est quand même. Enfin, je trouve ça top, quoi. Donc, tes jeux, on peut les qualifier enfin, ce que tu recherches, hein, on peut les qualifier de jeux de convivialité, intergénérationnels, et puis avec des règles simples, comme tu disais, c'est pour se pas donner au cerveau. Voilà, c'est du jeu tout public. Eh ben, c'est parfait, c'est le jeu façon enfant, hein, de toute façon. Oui, et puis après, dans cette catégorie, enfin, les dames, c'est aussi tout public, en fait. Donc j'aime bien, mais ça peut, en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas seulement du jeu fun, mais ça peut être du jeu où on réfléchit. Mais par contre, voilà, les dames, enfin, il y a une règle, quoi. C'est surtout ce côté-là, en fait, cette facilité d'accès qui me plaît, ouais. Oui, j'ai un ami qui est notaire. Quand il a fait un beau petit montage juridique, il dit que le montage est élégant. Et Mhm. pour que le montage soit élégant, il faut qu'il soit épuré en utilisant le moins de lois possible, que ce soit compréhensible par tout le monde. Et là, il est heureux, il a fait un montage élégant. Moi, je Ouais, crois que c'est toi, ça. tu fais des jeux élégants à ce Ouais, titre-là. ouais, j'essaye en tout cas. Et alors? Alors, si je cite la personne-là, c'est parce que c'est aussi un auteur de jeu, mais un spécialiste du jeu de simulation historique et un de nos anciens présidents de l'association Cercle de Stratégie, c'est François Stanislas Thomas. Ah, Je connais pas cette personne. Voilà. Mais bon, c'est normal parce que les auteurs de Wargames sont des gens qui ne sortent assez peu dans les festivals, dans les salons, des choses comme ça. Ils sont dans les manifestations Ouais. pas de pros, de fanas de ces jeux-là, quoi. Mhm. Un univers un peu fermé. Pas vraiment grand public, on va dire. Voilà. Mais ça, c'était une parenthèse, excusez-moi. et alors, quand tu crées tes jeux, Alexandre, justement pour obtenir cet effet épuré, sobre, mais en même temps très tactique, dans quelle ambiance est-ce que tu essayes de t'installer? Est-ce que tu préfères imaginer créer tes jeux en intérieur, en extérieur? Euh, Si tu es en déplacement, est-ce que tu te promènes avec un petit carnet pour noter tes idées? Est-ce que tu enregistres des idées vocales? Comment est-ce que tu fonctionnes pour créer tout ça? Alors là, il y a un peu deux questions. Là, sur la création elle-même, j'ai aucune règle. Je peux vraiment zéro règle. Je peux aller marcher, avoir un truc qui vient en tête. Je peux aller me coucher en cogitant à une mécanique. Je peux me poser face à une feuille et réfléchir. Je peux être inspiré par un jeu que j'ai vu, par un film. Tout est possible. Par contre, dans la deuxième partie de ta question sur le côté est-ce que je note ou pas, alors ça, il faut. Parce qu'en fait, il y a des fois, j'ai des idées. Je me dis, ah oui, ça, c'est cool. Et puis en fait, je me rappelle plus. Et il se passe 3 mois avant qu'elle revienne. Donc, de plus en plus, avant, je notais un peu n'importe où. Et pourtant, je suis quelqu'un de maniaque, mais sur le fait de noter les idées, je suis pas du tout doué pour ça. Donc, j'en mets un peu par-ci, un peu par-là, j'en bloque sur l'agenda, j'en mets dans un carnet. Donc, depuis quelques mois, je me suis acheté un carnet. Et j'essaye de réunir un peu tous les papiers que j'ai éparpillés un peu de partout dans la maison ou que j'ai les petits bouts de trucs ou les idées que j'ai en tête et j'essaye de noter. Même si à mon avis, quand je vais replonger dedans, je vais pas tout comprendre parce qu'il va y avoir 2 lignes à un endroit, un trait, 2 autres lignes, 3 lignes, hein, bon. Mais voilà. Mais en tout cas, maintenant, j'essaye de plus tout ranger pour que ça soit un peu mieux rangé que dans ma tête. C'est une organisation, hein. Je sais pas comment tout le monde réfléchit en tant qu'auteur. Enfin, je sais qu'on est tous un peu différents là-dessus. Ouais, moi, je sais que j'ai tout le temps des trucs en tête, en fait, souvent. Enfin, ça s'arrête pas. Et puis, de temps en temps, il y a un truc qui me paraît plus intéressant que l'autre. Et puis, des fois, même, j'ai l'impression de rien faire pendant des semaines, en fait.
Parce que je laisse le truc macérer, qui de temps en temps, il y a des petites choses qui s'emboîtent. Et puis très souvent, ça m'arrive de faire un jeu, en fait, parce qu'il a été réfléchi pendant très longtemps. Et je commence même à faire les cartes sur l'écran, à faire une maquette. Et puis des fois, je l'imprime et en général, il marche plutôt pas mal. Ça m'arrive d'avoir des gros bids avec quelque chose qui fonctionne pas du tout, mais en général, ça marche plutôt. Alors après, de là à dire que ça soit vraiment intéressant à chaque fois ou qu'il y ait vraiment un truc chouette, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, à force de laisser traîner, ça, des fois, il se passe des trucs. C'est marrant parce que je connais un petit peu Roberto Fraga de Corsair Ludique à Ouais. Saint-Malo, avec toute sa bande. Enfin bon, je le connais depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, on va dire. Et quand on discute avec lui, quand il a le temps, quoi, hein, bien sûr, de faire un peu de convivialité avec les vieux potes, eh bien, c'est un peu la même chose qu'il nous dit, c'est que ça lui vient un peu n'importe où, dans un Ouais. bar, d'un seul coup, ça lui prend, ah mais tiens, on pourrait faire un truc marrant, et hop, il note pareil, quoi. Sauf que j'ai l'impression que Roberto, il a 3 idées quand même par jour, j'ai l'impression. Même, tu peux même mettre ça au carré, Ouais, mais c'est c'est-à-dire qu'il pas va forcément des commencer à idées faire qui des. vont aller au bout, mais c'est vrai que tout est sujet à jeu quoi, avec lui. Ouais. C'est marrant. Bah, c'est la création, c'est la créativité. Hein. Euh, Hum. un créatif, un peu tout peut l'inspirer, ça dépend de si la muse est là ou pas. Quoi. Ouais, 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 carrément. Et alors, comment est-ce que tu conçois ton schéma de construction? Justement, est-ce que tu commençais à en parler un petit peu? Est-ce que tu vois un schéma visuel global du jeu que tu enrichis au fur et à mesure? Est-ce que tu commences par écrire d'abord les règles du jeu parce que c'est ça qui t'est arrivé en premier? Est-ce que tu vois un peu le schéma visuel des cartes, du plateau de jeu? Comment En tu fait, chemines? le truc qui est dur dans un jeu, c'est la mécanique. C'est de trouver ce qui va bien, qui peut être un peu original, ou alors en tout cas, si c'est pas original, qui a été, on va dire, en prenant des mécaniques peut-être classiques qui ont été retravaillées ou tordues, en fait, déstructurées. Après, la règle, c'est la chose que tu écris en dernier, parce que bah, de toute façon, tu vas certainement modifier les choses. Et puis en plus, moi, c'est un peu ma bête noire, la règle. C'est un truc où je suis pas le. Enfin, je commence à force d'avoir fait plein de jeux, je commence à être un peu plus à l'aise, mais en général, j'ai ma compagne qui relie, on se met sur la gueule parce que j'essaye de faire le truc parfait, elle essaye de faire le truc parfait aussi, donc on essaye de faire ce qui va bien, mais c'est un autre travail. L'écriture de règles, c'est quand même. C'est quelque chose de très structuré, très carré, il faut être très précis. Et quand tu es créatif, tu es plus, au contraire, tu essayes de. Enfin, c'est pas l'inverse, mais tu es plus. Tu réfléchis pas de cette manière, tu n'as pas de construction mentale de la même manière, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vraiment dernier la règle. Et autrement, après, j'ai aucun problème à imaginer le jeu dans n'importe quelle forme. Une fois que j'ai le truc en tête, ça, c'est pas dur de remplacer. Mes cartes avec des extraterrestres, des animaux, des légumes, des couleurs. Ça, c'est pas dur sur le. À part si tu pars vraiment sur un thème qui t'inspire, tu as envie de faire un jeu sur l'Égypte et que du coup, tu vas travailler avec cet esprit que sur tes cartes, il va forcément y avoir des pyramides, des pharaons, le sphinx, j'en sais rien, enfin tout ce qui peut y avoir, l'iconographie égyptienne. Sinon, si tu pars sur une mécanique, derrière, tu peux la transformer un peu comme tu veux. Alors, tu essayes, des fois, il y en a qui ont plus de sens que d'autres, forcément. Mais voilà. Mais tu parlais de la règle, c'est difficile à écrire. Bah oui, c'est même la chose la plus ardue parce qu'il y a plusieurs approches possibles. Toi, tu l'as fait comme tu l'expliquerais oralement, ou est-ce que tu l'as fait selon un schéma un peu didactique, fourni par un éditeur ou par Je, je- l'expérience tout simplement? je crois que je la fais exactement comme je fais les jeux, c'est-à-dire dans le sens où. Alors, déjà, par contre, je cible l'éditeur, je cible pas le public. Par contre, je la fais d'une manière très facile d'accès en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en général, j'ai beaucoup de crowbars, enfin de dessins, de photos. Quand j'explique un coup dans le jeu, je fais la photo où tu vois le pion qui se déplace, qui saute par-dessus. J'essaye toujours d'avoir une règle très très précise pour que bah, déjà l'éditeur qui perde pas son temps et qui, quand il prend le jeu en main, il voit tout de suite ce qui se passe. Et voilà. Et si en plus la règle est courte et bien bien expliquée, ben, enfin c'est pareil, ça c'est comme pour le matériel, en fait. Un éditeur, il aime bien quand il y a peu de matériel. Enfin, en fonction des jeux que je fais, s'il y a moyen d'enlever un carnet pour compter les points autrement plutôt qu'un carnet, ben on va compter les points avec des cartes. Enfin, j'essaye toujours de réfléchir
Ouais, j'ai toujours, en fait, je suis un peu toujours en réflexion sur l'épure, souvent, très souvent sur, voilà, sur quelque chose de simple, efficace et économique, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est pas Économique à forcément. la production, oui. C'est vrai que les éditeurs, ils ont des contraintes de production et des coûts qui vont avec. Ça, c'est Après, je une veux. petite figurine en plus et ça peut faire péter le budget, Ah quoi. oui, oui, carrément, oui. Bah oui, Donc l'éditeur, il a une influence sur ton travail. C'est-à-dire bien que sûr. tu fais le jeu, tu te dis, tiens, il irait bien à tel éditeur, et à partir de ce moment-là, tu le calibres pour que ça aille bien justement avec ces standards-là, plus ou Alors, moins. non, je fonctionne plutôt, je fais plutôt, je sais plutôt quel éditeur peut être intéressé par le type de jeu que je fais. Enfin, en tout cas maintenant, forcément au début je savais pas, mais maintenant je le sais bien. Et j'ai toujours tendance à faire 3, 4, 5 prototypes du même jeu et d'aller voir les 3, 4, 5 éditeurs qui pour moi sont les bonnes personnes pour ce jeu-là. Si ces 3, 4, 5 éditeurs, il y en a 3 qui me le prennent et le quatrième et le cinquième ne les sont pas intéressés, j'essaye toujours d'avoir deux, trois autres éditeurs où je me dis qui sont peut-être des moins gros, des moins importants ou que je connais pas et que où, du coup, j'ai pas eu l'occasion encore d'aller les voir à d'autres moments. Et bah, j'essaye d'aller les voir à ce moment-là parce que j'ai récupéré deux des protos que j'ai présentés et qui potentiellement ne les intéressent pas et j'essaye d'aller voir ailleurs, quoi. Après, je suis quelqu'un de très fidèle, donc j'ai quand même tendance à aller voir aussi les mêmes éditeurs qui m'ont fait confiance au début, leur présenter. Je vais souvent, dès que j'ai un jeu qui rentre dans la gamme de Mathieu Desploux de Cocktail Game, je lui envoie en premier. Voilà, travailler avec les amis aussi, travailler, voilà, pour moi, c'est important d'avoir la chance d'être un peu sur ces deux tableaux, d'avoir des jeux chez des plus gros, d'ailleurs, qui peuvent être très sympas et des copains aussi, hein, et puis d'avoir des jeux chez les plus petits qui sont des potes qu'on va développer différemment. Et comment est-ce que tu fais pour faire plusieurs prototypes du même jeu? Tu fais des variantes de règles, tu présentes des variantes thématiques. Ah non, 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 c'est vraiment le même jeu, hein. C'est la même maquette. C'est la même maquette qui est pour tout le monde, en fait. C'est vraiment c'est la même maquette. Et alors, sur ces maquettes justement sur lesquelles tu travailles, quels sont les matériaux, les couleurs ou le style de plateau, le style de carte qui ont tes préférences pour être utilisés? Et est-ce que par hasard, tu te serais aperçu depuis que tu crées tes jeux que tu as eu des périodes différentes? C'est-à-dire une période où tu as plus utilisé peut-être les couleurs rouge et bleu ensemble, une autre période où tu as utilisé un autre style? Alors, euh, sur des... Attends, j'ai essayé de revoir le début de ta question, parce qu'après, j'ai bloqué sur la fin. Mais du coup, j'ai perdu un peu le premier, le début. Ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, de temps en temps, il y a un truc qui se passe où je vais travailler sur la même. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé le début. Mais je vais répondre d'abord à la fin de ta question. Euh, En ce moment, je travaille par exemple beaucoup sur des plateaux, enfin des plateaux ou en tout cas des carrés. Tu vois, des tuiles que Oui. tu vas poser en 4x4, des plateaux de 4x4 ou de 5x5, des 3x3. Donc, je sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça en ce moment. Voilà. Bon, je sais pas si ça s'est fait avant, si j'ai fait des trucs différents là-dessus, ou j'ai eu des tics un peu. Je sais pas. Comme ça, je le vois pas. Et pour répondre à ta question sur le matériel, plutôt, bah moi j'ai la chance d'être graphiste. En fait, je suis infographiste à la base et du coup, je cherche jamais à faire un jeu joli. Mais par contre, je cherche à faire quelque chose qui soit rapidement efficace, pareil, toujours pareil, de façon à ce que ça soit. Je peux te montrer quelque chose. Ça, c'est c'est un plateau de proto qui va sortir chez Jeux FK qui va s'appeler Plonk. Bon, ça, c'est le mien, hein, forcément, c'est pas Ah, très c'est beau. le fameux Plonk. Ouais, c'est le fameux Plonk, mais qui est pas très beau parce que là, c'est juste des cases de couleurs, en fait. Mhm. Et ça va être un petit jeu de bluff familial avec des kangourous qui se déplacent et il faudra faire gaffe parce qu'on peut redescendre. Enfin, c'est un mélange un peu de jeu de serpent, de jeu de loi, ça reste vraiment très famille. Et qui va être magnifique parce que là, on a le plateau final qui a été fait par Pauline Détraz et ça va être vraiment. Oui, j'ai vu que tu mettais les illustrations sur ton site Facebook. Là, c'est magnifique, hein. Ouais, puis je N'hésitez pense pas qu'on à va en suivre parler encore. Alexandre Droit parce qu'il montre les illustrations voilà, en cours de son jeu et les kangourous, je les ai vus passer, ils sont trop extra, c'est Ouais, très ouais, bien. je pense qu'on va pas tarder. En fait, le jeu devait sortir bah, pour les rencontres ludiques en avant-première, en fait, et autrement début mai, vers le 7 mai, je crois.
Et puis forcément, avec le confinement, c'est repoussé. Mais oui. Mais bon, après, voilà, le matériel, en fait, je fais des cartes assez épaisses parce que tous les jeux sont énormément testés. Les prototypes, on les teste énormément dans les cafés-jeux, avec les copains. Du coup, j'aime bien que les cartes soient, comme elles sont manipulées dans des endroits où tu bois un coup, tu manges. Bah voilà, j'essaye surtout, pareil, d'être efficace, d'avoir un proto solide, quelque chose qui tient la route parce que je sais que ça va beaucoup être manipulé. Voilà. Mhm. Ok, ok. Je me rends compte en discutant là, c'est que on a déjà divergé par rapport à ce on s'était mis comme question qu'il fallait absolument qu'on te pose parce que voilà, il y a plein de personnes qui se disent, ben alors comment est-ce qu'on devient créateur de jeux? Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une passion dont on fait un métier? Comment ça se passe? Pour toi, comment ça s'est passé? Ouais, parce que c'est clair que c'est différent pour tout le monde. Puis comme il n'y a pas à la base d'école de créateurs de jeux, du coup, c'est un peu toujours le hasard. Moi, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est à la base, c'est en cours, en fin d'année, en école d'art graphique, où le thème de fin d'année, c'était de créer un jeu de société. Et du coup, j'ai créé un jeu de société avec un collègue, et où on a fini premier de la promo. Et du coup, on est revenu sur ce jeu 10 ans après, en fait, quand on s'est retrouvé au chômage en même temps. Et à cette période, on a rencontré des gens qui nous ont dit, bah, pour faire des jeux, faut mieux faire que des cartes parce que c'est moins cher à fabriquer. Et du coup, on a commencé à faire des petits jeux de cartes pour voir. Je crois que c'est sur 8 mois, sur 6 mois, on a fait 8 jeux ou 6 mois ou 6 jeux sur 8 mois. Je sais plus si c'est l'inverse ou voilà. Et puis après, voilà, moi j'ai commencé à faire tourner à fond les jeux dans les cafés-jeux. Enfin dans un café-jeu en l'occurrence, j'ai commencé à faire tourner un peu les protos jusqu'au jour où en fait il y a eu la chance qu'il y en ait un qui intéresse un éditeur qui était entre autres donc Mathieu Despnous de Cocktail Game. Et puis après, ce qui m'a fait continuer, c'est que moi je suis un peu frustré sur la création à la base en tant que graphiste parce que j'ai fait beaucoup de publicité pour des grandes surfaces, alors que quand on fait des écoles d'art et on a envie de faire des miquettes, dessiner des jolies choses, faire plein de trucs sympas, puis on se retrouve vite à faire du travail d'exécutant. Et ce travail d'exécutant, forcément, des fois, il est un peu pénible. En plus, c'est un métier de fin de chaîne, donc on a tout le temps tendance à récupérer le retard de tout le monde. Et il faut toujours que ça parte pour hier, et qu'en fait, voilà, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui va mourir si on finit pas le boulot. Donc c'est assez frustrant, c'est un métier on n'a pas forcément l'impression, mais c'est un métier qui est assez épuisant moralement en fait, et puis qui est pas forcément aussi sexy que ce qu'on voit à la télé avec des jolis dessins, des jolies pochettes d'albums. Les gens font beaucoup d'amalgames comme ça. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé de génial dans le jeu de société, c'est qu'à la fois il y avait la création, mais surtout il y avait de l'humain en fait, parce que du coup, voilà, il y a ce côté où on peut voir les gens rigoler, il peut y avoir des émotions différentes, et ce mélange à la fois de création et d'humain, ça m'a vraiment séduit. À la base, c'était pas une passion, ça l'est devenu en fait avec le temps, quoi. D'accord. Et tu as tout de suite été professionnel ou tu es passé par une phase de semi-pro où tu continuais ton boulot de graphiste et puis en même temps tu présentais les jeux? Ça s'est fait, le passage du jeune qui sort de l'école de graphisme à celui d'auteur de jeux qui est reconnu, ça s'est fait comment? Dans la douleur ou en En fait, douceur? je pense qu'il n'y a pas de. C'est pareil là-dessus, c'est compliqué de dire parce que moi, j'ai arrêté à une époque, j'ai arrêté vers mes 40 ans. J'en ai 47 maintenant. Et j'ai arrêté à un moment où je me suis dit, t'as qu'une vie, fais-toi plaisir. J'ai commencé à avoir la famille qui avait des soucis de santé, les premiers décès autour de moi. J'ai fait ce qu'on conseille à tout le monde de ne pas faire, moi le premier, hein, dès que je rencontre des jeunes auteurs, à leur dire non, mais arrêtez, quittez pas votre boulot pour faire des jeux, ça c'est complètement con, vous allez gagner 2 000 € à l'année dans le meilleur des cas, donc faut pas le faire. Après, la chance que j'ai eue, c'est que alors j'ai eu pendant un moment, parce que là, j'en vis pas vraiment hein, du jeu. Hein, maintenant, j'ai eu 2, 3 ans un peu serein, mais là, c'est quand même pas fou depuis 1 ou 2 ans. Mais ça va, hein, je me laisse le temps, j'ai des sous de côté, je savais que ça arriverait cette situation en fait. J'étais conscient dès le départ que c'était plutôt la situation où j'ai eu la chance de gagner un peu de sous qui était exceptionnelle plutôt que celle que je vis maintenant. Du coup, oui, j'ai eu la chance d'avoir des jeux qui m'ont permis de continuer à en faire d'autres, en fait.
Mais tout le monde conseille, enfin n'importe quel auteur conseille à n'importe quel jeune auteur, entre guillemets, de ne surtout pas arrêter de travailler à côté pour faire du jeu de société. Il faut que ça reste un loisir, il faut que ça se fasse. Voilà. Moi, j'ai eu cette chance, je peux continuer pour le moment, j'ai pas d'enfant aussi, donc il y a plein de paramètres. Mon appartement est payé, donc c'est cool aussi, ça. Donc voilà, il y a des critères différents en fonction de. Voilà, ça dépend les gens, quoi. Mais. Non, mais ça correspond, ce que tu dis correspond exactement à ce que j'ai vu en 40 ans de fréquentation du milieu. J'en ai vu passer des jeunes auteurs ou des moins jeunes hein, qui d'un seul coup décidaient de vivre autrement, de vouloir vivre de leur passion, qui montaient parfois une maison d'édition. Et puis ça dure 1 an, ça dure 2 ans, le temps que l'argent qu'ils ont mis de côté s'épuise. Et puis après, ils se rendent compte que non, c'est une impasse. C'est toujours dommage. Mais je vois déjà que toi, tu n'as pas fait comment tu as fait l'impasse sur l'édition, tu donnes à des éditeurs. Donc déjà, le travail de faire l'effort d'aller voir un éditeur et de le convaincre que son jeu est bon, c'est déjà une ouverture sur les autres et c'est plus de chances de succès ensuite pour le jeu, quoi. Après, ça, c'est encore ça, c'est des débats. Enfin, il y a. Moi, j'ai pas choisi de faire de l'édition pour une simple raison que c'est pas quelque chose qui me tente parce que j'ai pas envie de passer du temps sur de la, comment dire, sur de la paperasse, sur de la réflexion, j'ai plus envie de passer du temps sur de la création en fait. Et que éditeur de jeu, ça demande à être présent sur beaucoup de salons, ça demande d'avoir des plans des plans de com. Et en fait, moi, c'est un peu ma vie d'avant. Enfin, entre guillemets, c'est plus une vie de communicant, mais qui est pas une partie qui m'intéresse en fait. Alors que j'adore aller sur les salons, j'adore faire jouer les jeux, mais c'est pas la même idée que combien je vais acheter, combien je vais louer de mètres carrés sur le stand, combien je fais d'affiches, toute cette partie business commercial m'ennuie. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire en fait. Oui, mais clairement, tu es créatif et c'est pas le même métier, hein. Oui, non, c'est clair. Mélanger les genres, c'est jamais très bon. Après, il faut effectivement que le milieu permette que les personnes ne mélangent pas les genres. Il y a une vingtaine d'années, c'était pas possible. Les personnes qui se lançaient, il fallait qu'ils fassent un peu tout parce que le marché n'était pas mature. Maintenant que le marché est mature, ça permet à des créatifs comme toi de s'exprimer pleinement et c'est très bien parce que chacun fait bien ce qu'il sait faire. Et à la limite, enfin, forcément, j'en ai déjà parlé, on en a déjà discuté, j'ai déjà réfléchi à tout ça. Et si maintenant je devais méditer moi, je ferais certainement plus des jeux en petite quantité pour aller sur des marchés, pour aller faire une tournée de village en été, me balader un peu en itinérant, où je ferais plus des choses comme ça. Toujours pareil, pour être au contact avec les gens. Et puis pour pas n'avoir mon jeu qui est noyé dans la masse et pas avoir le budget communication pour le défendre, en fait, aussi. Parce que à l'heure actuelle, avec le nombre de sorties qu'il y a, il faut avoir ou un petit éditeur qui a pas beaucoup de sous, mais qui est tout le temps sur le terrain, ou un groupe qui est sur le terrain et qui a de l'argent pour communiquer et qui a les reins solides pour aller aussi à l'international. Donc, tous ces paramètres-là sont importants, en fait. Tout à fait. Tout à fait. On en parlait il y a quelque temps avec nos amis du Cercle de Stratégie, parce que l'un des nôtres s'appelle Maxence Vacher, et c'était un auteur de jeux, mais jusqu'à présent, il faisait des jeux d'entreprise, il faisait des jeux pour comment dirais-je, des offices de tourisme, pour des opérations particulières. Et notamment, il a fait un jeu qui s'appelle Thermique pour, non pas l'office de tourisme, mais enfin, c'était une grosse organisation touristique départementale qui a à l'occasion d'un championnat du monde de vol à voile. Bon, des choses comme ça. Et là, il va sortir bientôt comment ça s'appelle, Stéphanie, un Kickstarter. Comme il disait, c'est un autre métier aussi. Ça, c'est encore autre chose. Ah oui, carrément. Se tourner vers l'éditeur, c'est une chose. Aller vers le Kickstarter, c'est encore autre chose. Et lui, ce qui lui plaît, c'est de faire le jeu, pas de faire la commercialisation, quoi. Voilà. Voilà, on a vite fait de faire le tour de la question. D'accord, d'accord. Et alors, Alexandre, si tout à l'heure tu disais que par exemple, parfois, lorsque tu relis tes notes, si tu n'as pas bien noté, tu n'arrives plus à te rappeler ce que tu avais écrit. Tu nous as dit ça au début de l'interview. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y avait une question que je voulais te poser, c'était, il n'existe pas vraiment la muse du jeu. Si on regarde techniquement les muses de l'Antiquité,
mais on dit que c'était les muses qui inspiraient les créateurs, les créatifs. Donc, si jamais il devait y avoir une muse du jeu, à ton avis, est-ce qu'elle aurait le mérite d'exister en même temps que la muse de la musique, la muse des arts visuels, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer, ou si des illustrateurs travaillent dessus, qu'est-ce qu'ils pourraient lui donner comme attribut pour faire exister cette muse du jeu qui apparemment t'inspire de temps en temps, et puis de temps en temps, tu as oublié l'idée, mais elle revient 3 mois après te revenir chuchoter, dis donc, là, rappelle-toi, tu avais une idée là. Alors, oublier l'idée, ça m'arrive pas tout le temps non plus. Je suis encore pas trop vieux non plus pour ça. Mais c'est comme même les jeux édités, en fait. Hein. Quand de temps en temps, il y a un jeu que tu as mis de côté, que tu n'as pas fait jouer pendant 6 mois et que tu sais plus si en main on a 4 cartes ou 5 cartes. Parce qu'en fait, quand tu as fait tout plein de jeux et qu'en plus tu as joué aux jeux des copains ou que tu as joué aux des jeux qui sont édités, bah, tu as des jeux, il y a 7 cartes en main, d'autres 5, d'autres 6. Où au début, tu prends des pions. Tu vois, par exemple, hier, on rejouait à Patchwork. Et on se disait, attends, il y a 7 sous, on a 7 pièces, enfin 7 sous pour acheter les. Et en fait, non, c'est 5. Et c'est à Seven Wonders où tu en as 7. Ouais, donc en fait, c'est des trucs, ça t'arrive avec tes propres jeux, en fait, c'est normal au bout d'un moment. Voilà. Oui, Alors ce sont les après, petits une boutons muse. dans Patchwork. Pardon? Ce sont les boutons dans Patchwork. Oui, c'est les boutons, oui, je te dis les sous, c'est les petits boutons bleus, voilà, c'est ça. Oui, oui. Après, une muse, bah, je sais pas, la représentation d'une muse. Elle pourrait avoir un dé en main. Est-ce que c'est une bonne représentation du jeu? Le dé, c'est un peu peut-être trop le hasard. Je sais pas, un dé et puis un. Ouais, je sais pas, un dé, c'est ce qui me paraîtrait. Enfin, en tout cas, le plus qui rassemble tout le monde, qui est dans l'image du jeu pour les gens qui jouent pas beaucoup. C'est peut-être plus qu'un meeple, forcément, mais je sais pas. C'est bizarre cette question. Je sais pas trop quoi te dire. Hein. Oh, on pourrait lui mettre un dé et puis un petit meeple qui l'accompagne sur son épaule ou qui est un Ouais, peu ou la plus derrière. ceinture en Ouais. forme de meeple, ou peut-être une ceinture comme ça. Ouais, ou sur un hexagone qui sert de chapeau sur la tête. Pourquoi, Stéphanie, je me disais, tu postules pour le titre de muse du jeu? Non, mais c'est l'intérêt de savoir, voilà, comment est-ce que la muse du jeu n'existe pas, mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le nombre de jeux qui sont inventés, créés par les auteurs, c'est incroyable. Et effectivement, il faut être créatif pour chaque fois trouver une mécanique de jeu, en même temps que les illustrateurs puissent adapter, tout comme on parlait tout à l'heure là, de Plonk, le parcours de kangourou que vous allez sortir. Donc, c'est toute une création. Et c'est vrai que la muse du jeu n'existe pas. Donc, comment est-ce qu'on C'est pourrait vrai. la représenter? C'est ça le but. Mais comment elles sont représentées, les autres de Muse? Parce que comme ça, moi, j'en vois une ou deux, mais je les vois pas particulièrement avec plein de choses en main ou plein de choses dans les Alors, statues normalement, il grecques fallait que qu'on tu puisse vois. les identifier visuellement. Il devait y avoir des indices dans leur tenue, dans les accessoires qu'elles portaient. Et La dans muse leur de la coiffure musique aussi. se promenait souvent avec une lyre, par exemple, qu'elle tenait en main. Voilà, et Ouais, comme ça, on savait que c'était la statue ou la représentation de la muse de la musique. Voilà. ouais mais ouais. Hmm. Exact. Bon, ben, on va bosser dessus, hein. Oh, bah, c'est ça. Ouais, j'ai une bonne idée, ça. Alors, à toi, Xavier, qu'est-ce que tu veux demander? Moi, je voudrais des questions indiscrètes ou des questions qui sont des fois un peu délicates à répondre. Je te prie de m'en excuser d'avance, mais par exemple, alors les qualités, tes qualités, toi, qu'est-ce qui te permet de mener ton travail à bien? Quelles sont tes qualités de créateur de jeu? Alors, moi, je pense que ça, j'aime pas donner de conseils, mais je crois que pour les auteurs de jeux, la principale qualité, c'est la patience. Si t'es pas patient, faut pas faire ça. Parce qu'entre le moment où tu as une idée, que tu rechamboules l'idée, que tu retravailles, que tu as fait ton prototype, que tu le présentes à des éditeurs, que les éditeurs le veulent ou le veulent pas, ou que le jeu sort, il s'est passé, la plupart du temps, il s'est passé 2 3 ans. Enfin, c'est très rare qu'un jeu soit fait, tu as une idée, tu le présentes et il sort dans les 6 7 8 mois, quoi. Ça, c'est excessivement rare. Enfin, déjà, c'est pas possible si le jeu est fabriqué ailleurs qu'en France. Et voilà, ça, donc la patience, je dirais que c'est la qualité première. Forcément, enfin, créativité, patience. Euh, essentiellement, après moi, je fais beaucoup toujours de comparaisons, le jeu avec un livre, avec une chanson, avec un film. On ne sait pas pourquoi, de temps en temps, un jeu
explose et marche. On ne sait pas l'alignement des planètes. Est-ce que c'est le graphisme au début? Est-ce que c'est les geeks qui ont un peu lancé le jeu au début, qui ont commencé à y jouer? Ça c'est vite. Il y a tellement de choses qui fait qu'il y a des bons jeux, enfin, que tout le monde trouve bons et qui n'ont pas éclaté à un moment ou à un autre, qu'il y a des jeux qu'on trouve moyens, même si j'aime pas trop parler de ça, parce que je trouve toujours très subjectif cette idée de c'est bien, c'est pas bien. Mais en fait, on est conscient qu'il y a des jeux qui sont beaux, qui sont pas beaux et qui marchent pas, des jeux qui sont beaux et enfin l'inverse, des jeux qui sont beaux et qui marchent pas, des jeux qui sont pas beaux qui fonctionnent. Un peu moins maintenant, mais c'était quand même. C'est difficile, ça. C'est très. Pourquoi il y a une chanson qui fonctionne? Pourquoi tel film marche? Pourquoi ce livre se vend à des millions et pas l'autre? C'est un peu pareil pour un jeu. J'ai l'impression il y en a une que tu n'oses pas dire, et c'est bien légitime, c'est l'humilité. Je crois que tu as beaucoup d'humilité. J'ai rencontré d'autres auteurs qui parfois ont un peu la grosse tête. Mais dans tes propos, je me rends compte que quand tu dis patience, il y a aussi une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut Ah. accepter que l'éditeur, il n'est pas la même sensation au regard de ton jeu que quelqu'un d'autre, que toi. Voilà, et aussi que le public, des fois, ne puisse ne pas rencontrer ce jeu-là, alors que toi, tu estimes qu'il a toutes les qualités, quoi. Après, enfin, je sais pas si c'est de l'humilité, mais pour moi, c'est de la logique, en fait. C'est surtout qu'en fait, on fait tous des choses différentes. Il y a des trucs que tu sais faire que moi, je sais pas faire, et inversement, c'est pareil avec Stéphanie. On est tous, voilà, enfin, il n'y a pas de. Et puis à l'heure actuelle, je crois que le monde nous montre en ce moment que justement, ben, il y a des gens qui sont, si ce n'est plus importants, enfin, quand on parle des infirmières ou tout le monde médical, je crois que voilà, ça montre que c'est pas des gens qui sont là par hasard et qui font, voilà, et on a besoin d'eux, ils font un super boulot. Et puis c'est vrai dans tous les boulots en fait. À partir du moment, je sais pas, moi sur les jeux, j'ai pas l'impression de, je suis content parce que j'ai réussi à avoir des jeux édités, je suis créatif et je fais un truc qui me plaît. Bon, après, il n'y a aucune raison d'être, enfin, d'avoir la grosse tête en fait. Ah, mais moi, je suis persuadé que le jeu est une activité qui est essentielle à la société et à l'individu. Et donc, l'auteur de jeu, il a une place importante d'épanouissement On a des quand même individus et plus puis ou moins ensuite de une la place société. importante en fonction de. Enfin là, on est en train de discuter jeu, donc forcément, j'ai une place importante dans le monde du jeu si on parle jeu. Enfin, importante. En tout cas, forcément, je suscite un petit intérêt dans le monde du jeu, mais comme un animateur peut le faire, comme une boutique, comme. Enfin, il faut tous ces gens-là pour qu'un jeu existe, en fait. Il faut un auteur, il faut un illustrateur, il faut un éditeur, il faut un boutiquier, il faut un ludothécaire, il faut des journalistes, il faut des blogueurs. Enfin, s'il manque des gens dans la chaîne, il y aura, enfin, ça fonctionne pas, quoi. Alors, en lien avec l'actualité, là, justement, puisque c'est venu dans la conversation, on a lancé avec notre association Cercle de Stratégie, fait partie de la FAGIRA. Donc, je remontre un petit peu le logo de la FAGIRA. Voilà, c'est ici. La FAGIRA, c'est l'organisation qui devait organiser les rencontres ludiques de Lyon, là. Et donc, la FAGIRA, on a lancé, avec toutes les associations qui en font partie, dont le Cercle de Stratégie, justement, une opération Jeux solidaires. On a eu l'idée, en voyant l'article du préfet, je crois, il me semble que c'était la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui avait décidé, avec un éditeur, d'offrir 200 ou 400 jeux aux familles précaires, aux familles défavorisées, pour que les familles puissent jouer pendant le temps de confinement. Et en voyant ça, on s'est dit, mais tiens, on pourrait faire pareil. Et donc, on a contacté les boutiques de Lyon. On leur a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour prendre des commandes en ligne, des gens qui auraient envie d'offrir des jeux aux familles précaires, parce qu'on ne peut pas dire, tiens, je donne mon jeu de la maison. On n'a pas le droit de sortir, donc on ne peut pas donner les jeux qu'on a déjà chez nous. Et donc, il y a eu déjà 2 boutiques qui ont répondu oui sur Lyon et qui acceptent de prendre les commandes en ligne, mais uniquement pour des familles précaires, c'est tout. Et on s'est mis en lien avec le Secours populaire, parce que nous, on ne sait pas à qui distribuer les jeux, quelles sont les familles défavorisées, les familles précaires. Et le Secours populaire, donc, fait le lien et va récupérer les jeux qui auront été commandés à ces boutiques pour les rajouter dans les paniers alimentaires. Et ils nous ont dit, on le fait déjà, de rajouter un livre dans le panier. À chaque fois qu'on peut, on rajoute un livre en ce moment pendant le temps de confinement, parce que c'est bien de rajouter quelque chose. Et ils étaient très contents de dire, mais si en plus on peut rajouter un jeu de société, un petit jeu, ce sera très bien, effectivement. Bravo, ça leur a fait très plaisir. Comme quoi, Ouais, c'est le chouette. jeu, là, en plus, en ce moment, tous les gamers le disent, ce temps de confinement, les gamers arrivent à le passer à peu près mieux que ceux qui n'ont rien pour s'occuper chez eux.
parce qu'ils ont les jeux pour jouer entre eux en famille, ou sinon ils vont jouer sur un jeu virtuel à distance avec les amis. Et tout le monde dit, mais là, le jeu vrai en confinement ou à distance avec d'autres amis ailleurs, mais c'est ce qui permet de continuer de tenir moralement, psychologiquement. Bah, en tout cas, c'est sûr que enfin, déjà, c'est un super projet. Nous, en ce moment, enfin, on a fait ça qu'une fois, on va le refaire là, avec ma compagne. On va aider une amie à faire des paniers justement pour les gens qui sont en difficulté. On fait des petits cartons avec, voilà, donc ça, on va le faire une fois par semaine de temps en temps pendant la durée du confinement. Donc, je trouve que déjà, rajouter un livre ou un jeu, c'est vachement bien. Ouais, non, c'est cool, c'est bien d'avoir des choses comme ça qui se passent, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait te poser comme autre question? On était dans la partie des qualités. Tu avais dit, Xavier, quelles étaient les meilleures qualités pour servir dans ce travail. Et tout à l'heure, Alexandre, tu nous as dit qu'une des expériences qui t'a le mieux servi, ça a été l'expérience d'infographiste, le projet de fin d'année. Alors, on va bien remercier le professeur qui avait donné ce travail à faire, parce que sinon, finalement, tu ne te seras pas lancé dans la création de jeux. Est-ce que tu vois d'autres expériences, toi, dans la vie, qui t'ont servi aujourd'hui pour créer tes jeux ou pour trouver la bonne intuition, la bonne idée? Qu'est-ce que tu vois qui t'aide, toi, actuellement, à progresser, à te dire, tiens, j'ai repéré ça, je vais un petit peu suivre ça de près, parce que ça va m'alimenter, ça va enrichir ce que je connais déjà? Bah, ce qui est difficile, je trouve, et en fait, c'est très paradoxal, mais en fait, quand tu as aucune culture ludique, t'as aucune barrière, tout est possible. Et ça, c'est le côté sympa du truc, mais en même temps, le problème quand tu n'as aucune culture ludique, c'est que tu peux faire des choses qui existent déjà, et en moins bien d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est pas. Voilà. Et du coup, tu vas faire des choses peut-être qui vont ressembler à d'autres, et du coup, qui vont pas être intéressantes pour personne, quoi. Après, le problème quand tu commences à avoir une culture ludique plus importante, c'est que là, tu as tendance à te mettre des freins un peu dans tout, parce que tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est vachement bien, mais je l'ai déjà vu dans ce jeu. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas ce jeu qui m'a inspiré? Ah, puis j'aimerais bien faire ça, mais alors par contre, il y en existe déjà une dizaine sur ce thème ou avec des petites mécaniques comme ça. Donc voilà, ça c'est le côté bien d'avoir une culture ludique parce que du coup tu essayes de ne pas faire la même chose qu'est-ce qui existe déjà ou tu essayes de piocher d'autres idées, mais en même temps forcément tu es un peu bloqué alors que peut-être quand tu connais pas. J'ai pas d'autres. Ouais, il y a de temps en temps, t'as des trucs un peu magiques, mais enfin, moi je trouve que c'est assez rare. Alors, ça me concerne que moi, mais c'est de te dire ça je l'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a déjà un jeu qui existe comme ça? Et entre autres, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec Rings Up, en fait, où j'avais appelé François Hafner, qui est the collectionneur de jeux. Et comme Rings Up, on empile des bacs sur les doigts, moi je me disais tout le temps, avec nos mains, on tient des cartes, on lance des dés, on déplace des pions, mais personne ne se sert des doigts. Et en fait, quand j'ai appelé François Hafner, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un jeu où on empile des bacs sur les doigts? Sur le moment, il voyait absolument rien. Et quand tu as quelqu'un comme François qui te dit ça, tu te dis, ouais, c'est bon, je tiens peut-être un truc là. Je copie personne. Alors, parce que de temps en temps, ce jeu, des gens pensent que je me suis inspiré de Crazy Cup, parce qu'on empile vite En fait, pas du tout. Mon jeu n'était pas du tout inspiré de Crazy Cup. C'était vraiment une idée beaucoup plus, enfin, originale. En tout cas, beaucoup plus. On avait plein de bacs sur les doigts. On en avait une quarantaine. Et en fait, fallait pas qu'elles tombent, autrement, tu n'avais pas le droit de les ramasser. C'était un jeu de rapidité où on était centré sur nous, on regardait comme ça les autres, mais en même temps, il fallait faire attention. C'était un jeu un peu différent de rapidité que ce qu'il est devenu, qui est resté sur un peu le mode enfant, qui était certainement pas fabricable comme il était dans son état, puisqu'il y avait beaucoup de matériel pour un jeu famille. Mais en tout cas, voilà, ça c'était une idée où je me suis. Quand de temps en temps, tu arrives à avoir une idée et que tu regardes sur Internet, tu appelles les copains, tu fais jouer les éditeurs et que tout le monde te dit, enfin, que ça fait pas penser à quelque chose qui existe ou que les autres connaissent, ça c'est plutôt bon signe, quoi. Oui, parce que là, les doigts, la seule parallèle que je pourrais trouver, c'est avec les jeux d'osselets qu'on jouait quand j'étais gamin sur Marseille. Effectivement, il y a des moments, les osselets, tu les as entre les doigts, tu dois les collectionner entre les doigts, les tenir, Oui, il y a des tout manips en à faire manipulant entre les d'autres choses, mais ça reste limité, c'est qu'une variante parmi d'autres, quoi. Donc, oui, alors après, moi, tu vois, je savais même pas que les osselets, j'ai dû y jouer gamin, mais je me rappelle même pas que tu les mets d'une certaine manière sur les doigts. Je pensais qu'on les jetait par terre un peu comme les cochons et qu'il fallait que ça fasse des. Je me rappelle même plus comment ça marche, en fait. En fait, il y a certaines manips où tu dois effectivement, je crois, caser les osselets entre les doigts et à réussir à les faire tenir, passer. Mais c'est vrai qu'il y a plein D'accord. de manières différentes de jouer avec les osselets, oui. Ok. entre les phalanges, et puis tu dois les récupérer ensuite tout en lançant un des osselets en l'air. Oui.
Voire tu dois en mettre deux entre deux doigts. Enfin bon, c'est D'accord. pas évident. Mais enfin, l'idée des bagues, effectivement, ne me parle absolument pas par rapport à d'autres jeux. Faudra qu'on teste le jeu au cercle de stratégie, hein, parce qu'à entendre parler Alexandre, là, je crois que les petits jeux d'apéro qu'on aime jouer des fois dans la salle de jeux de plateau, là, Oui. avec nos fans de jeux apéro, là, je les vois bien en train de s'éclater avec, là. Tu parlais de François Hafner, c'est le gros bill de la collectionnite des jeux, lui. Et je crois même qu'il a une chambre d'hôte, il me semble. Et Oui, puis, oui, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais il a l'escale à jeu, il est à côté Ah oui, comment ça s'appelle? C'est Cluny, il est à Cluny. oui, Et entre je crois Chalon et oui, oui. dernièrement, il a fait une interview, je crois qu'il a 8400 jeux, je crois. il me semble que c'était Et dans ces eaux-là, dans ce que j'avais lu, oui. c'est un grenier complet, mais qu'il a aménagé. Et c'est ce qu'on m'avait dit aussi. Oui. Et alors, du coup, on a pas mal parlé, c'est bien, de plein de petites astuces pour s'il y avait des jeunes qui voulaient se lancer ou des auteurs qui sont déjà un peu dans ce mouvement-là. Euh, alors, est-ce que si tu avais une recommandation à faire à un jeune qui est en collège, et puis une autre recommandation à un jeune qui est un peu plus âgé, qui est lycée ou fac, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander si eux, ils ont envie comment dire, de se lancer dans la création de jeux, pas forcément pour en vivre, puisqu'on a vu que effectivement c'était pas forcément tout de suite gagné, mais au moins, qu'est-ce que tu peux recommander, voilà, à ces deux âges différents, collège, et puis après un peu plus lycée étudiant. Bah, enfin, je pense pas que je vais faire une vraie nuance entre les deux. Hmm. Je pense qu'il faut pas partir sur l'idée de je vais faire un jeu pour gagner de l'argent. Ça déjà, faut pas penser comme ça, parce que si tu penses comme ça, c'est pas la peine, faut faire autre chose. Je pense pas que c'est le bon état d'esprit en tout cas. Moi, la règle que je m'impose tout le temps, et j'aurais tendance à dire aux gens de faire un peu ça, c'est de faire un jeu qui te plaît. Parce que faire quelque chose qui te plaît pas pour derrière, si tu es amené à le présenter ou que tu as envie de le défendre et que alors, si tu as peut-être que ça marche avec certains, si tu as une super idée, que tu arrives à faire un truc qui fonctionne bien, mais si c'est pas toi, comme moi, j'aime bien aller sur les festivals, présenter les jeux après, les faire tourner, les faire vivre. Je me vois mal expliquer 300 fois un jeu que j'aime pas, quoi. Donc, je dirais, voilà, le plaisir, absolument. Garder ce côté-là, se faire plaisir quand tu le fabriques, essayer de faire le mieux possible. La curiosité aussi, parce que si tu n'es pas curieux, bah, tu vas avoir les problèmes que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, si tu t'intéresses pas un peu à ce qui existe, tu vas avoir ce qui m'arrive de temps en temps, parce que quand je pense qu'on me présente, je sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine de jeux par an, de gens qui ont des jeux qui sont créés dans leur coin. Et sur la quinzaine, il y en a, on va dire, cinq qui sont vraiment pas du tout intéressants, cinq qui sont très moyens, et des fois cinq où il y a plutôt des bonnes idées. Mais après, ça n'engage que moi. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que quelqu'un qui t'amène un jeu, alors je donne un cliché qui m'est pas arrivé, mais qui est dans un autre style, quand on t'amène un Monopoly, mais qu'on a remplacé les maisons par des tentes d'Indiens, ou voilà, enfin des choses comme ça. Donc il faut être curieux, il faut s'interroger, puis faut pas avoir peur de recommencer, quoi, en fait, aussi, parce que un jeu, tu peux travailler dessus pendant 3 ans, comme tu peux travailler dessus une semaine, quoi. Faut être conscient de ça, en fait. Faut être conscient de ce temps-là, faut pas baisser les bras, faut être patient, une fois de plus, et voilà, mais je pense que c'est valable, enfin, forcément, tu dis peut-être pas les mêmes choses à un plus jeune un ado, mais bon, grosso modo, il faudra quand même, faut qu'il y ait le plaisir dans les deux sens, faut qu'il y ait l'envie, et puis, enfin, ouais, je dirais que c'est à peu près pareil pour les deux, quoi. Du travail peut-être aussi, Ah parce bah oui, que forcément, oui. tester, c'est bien, mais c'est du travail aussi, quoi. À Oui, propos de travail, on a oublié de te demander la réalité de ton travail au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Je suis les mains dans les poches dans mon appartement à me promener, puis d'un seul coup j'ai une idée, je la mets sur le tapis, ou c'est je m'assois à une table et puis je me dis bon, allez, aujourd'hui je termine tel jeu. alors, moi, je dis tout le temps, quand je bossais avant, je faisais 35 heures et j'avais l'impression d'en faire 70. Maintenant, des fois, j'en fais 70 et j'ai l'impression d'en faire 15, quoi. Donc ça déjà, ça je pense que déjà, enfin, psychologiquement, c'est quand même pas du tout la même chose déjà. Après, bah, il y a un peu tous les cas de figure.
Si je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne, je vais être dessus. Je peux presque pas m'arrêter pendant 3 jours et faire 10-12 heures sur l'écran, à monter mon jeu, à pas arrêter, aller faire des impressions, aller courir dans tous les sens pour faire des tests, voilà, de vite essayer de voir si ça fonctionne. Et comme je peux passer 1 ou 2 mois en ayant réellement l'impression de rien faire, parce que j'avais pas envie en arrêtant de travailler. J'ai commencé comme ça en fait, et je me suis rendu compte que c'est complètement crétin pour moi en tout cas. Au départ, quand j'ai arrêté de travailler, de mon ancien travail, j'avais un peu honte, j'avais peur de pas faire les choses bien. Enfin, j'étais un petit peu chamboulé comme ça, et je me suis dit, bah tous les matins à 8 heures, je suis devant mon ordinateur et je fais des jeux. Et j'arrête à 18 heures. Mais ça, non, ça marche pas trop bien en fait. Chaud. C'est pas trop le truc. Et en plus, non seulement ça marche pas trop bien, et en plus, je pense qu'on peut se l'imposer, hein. Il y a des auteurs qui se l'imposent comme ça. Non, moi, j'ai pas voulu de ça. Je me suis dit, bah voilà, quand tu as des idées, elles viennent. De temps en temps, je vais faire 3 jeux en un mois, comme des fois, je fais pas de jeu pendant 3 mois. Parce que toujours pareil, il y a ce côté de réflexion. Et puis alors après, j'ai un autre souci, c'est que moi, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, j'ai vraiment du mal à envisager le salon comme un travail. Ouais, je suis toujours super excité. Mais tu as raison, hein, ça l'est quelque part. Enfin, ça l'est, mais j'ai vraiment du mal à l'imaginer comme un travail. Alors, bon, hormis quelques salons un peu extrêmes comme Cannes où tu fais des horaires de fou, tu dors peu et tu fais des animations, tu vas faire une journée, un moment de dédicace à un endroit, tu vas voir les éditeurs et tu cours dans tous les sens. Et physiquement, en fait, tu te rends compte en rentrant de Cannes que tu as fait n'importe quoi parce que tu n'as pas assez dormi, tu as fait bon. Mais autrement, moi, c'est des moments que j'attends avec impatience. C'est les moments où tu retrouves tous les potes. C'est les moments où tu espères que tes nouvelles créations vont plaire à quelqu'un. Donc, en fait, c'est des moments assez jouissifs et puis intenses. Et en fait, c'est des moments où tu te sens vivre, en fait. Voilà. Et puis, effectivement, quand tu es à la maison et que tu réponds à des mails comme ça, tu n'as pas l'impression de travailler, en fait. Il y a plein de moments où, en fait, je travaille sans m'en rendre compte, en fait. Parce que justement, je suis pas dans un cadre d'horaire comme avant, quoi. Mais voilà. Et alors D'accord. justement, ces temps-ci, tu nous as un petit peu dévoilé qu'il y aurait un print and play de ta création qui allait bientôt arriver. Est-ce que Ouais. tu veux nous en toucher un mot ou deux? Alors en fait, je l'ai fait passer à l'éditeur, ce print and play, qui veut le modifier, mais pas sur ma création même. En fait, en même temps, je veux pas en dire trop dessus parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais par contre, j'ai refait des cartes pour un de mes jeux, pour un ancien jeu. Et l'idée, c'est que grâce à ces cartes, on puisse rejouer avec des cartes différentes, en fait. Sachant que en ce moment, moi, j'avais pas pensé à ça et l'éditeur me l'a fait remarquer. Et du coup, le dos des cartes, en fait, j'avais mis les cartes. Enfin, quand tu prépares un fichier pour une impression, tu as tes cartes d'un côté, puis tu as ton verso de l'autre, en fait, pour que quand Hmm. ça s'imprime, voilà. Et mes Oui. cartes, mes dos de cartes, en fait, sont sombres. Et eux, ils voulaient retravailler les dos de cartes pour éviter de bouffer trop d'encre en impression. Voilà. Ah, Donc il y avait ça. Et une autre raison pour laquelle ils ont récupéré le fichier, et ça c'est plutôt cool, je suis plutôt content. C'est parce qu'en fait, à la base, le jeu, il est dans plein de pays dans le monde. Et du coup, ils se sont dit, quitte à avoir un print template où les cartes ont été faites par l'auteur, autant que le jeu soit traduit. Et du coup, donc ils ont récupéré mon texte, ils ont récupéré un peu tout le truc. J'ai des variantes du jeu aussi. Et du coup, ils vont le traduire dans plusieurs langues, a priori. Et voilà. Donc, du coup, c'est un petit truc où ils font, j'ai envie de dire, ils font bien le boulot, quoi. Ils ont été contents de l'objet, ils trouvent que c'est cool. Et puis, du coup, ils m'ont proposé de le récupérer, de le peaufiner et puis de traduire les nouvelles règles et voilà, pour le lancer, on va dire, un peu mieux que ce que j'aurais fait moi en le mettant sur ma page, en faisant un coucou à 2-3 sites internet et voilà, et en restant sur la France, en fait. Donc, du coup, c'est chouette. Mais pour le moment, j'ai encore rien. Ils m'ont dit qu'ils étaient dessus et voilà, j'attends. Du coup, je pensais que c'est plus vite, mais voilà. Bon, après, j'imagine qu'ils ont d'autres choses à faire que bosser sur mon print and play aussi, quoi. Ah, mais c'est les vrais partenaires là, sur le coup là. Ouais, non, c'est très bien. Ouais, non, c'est très agréable, ouais, c'est clair. Mais bon, pour ce qui est de ton observation sur ils ont peut-être autre chose à faire en ce moment, j'aurais tendance à dire, bah non, justement, en ce moment, c'est bien le moment de travailler là-dessus parce que c'est maintenant que les gens vont être intéressés par le print and play. Quand le déconfinement sera en cours, nettement moins, quoi, Oui, oui, forcément. oui, non, mais je pense que ça traîne plus parce que forcément, du coup, quand tu es tout seul, tu as toujours cette phrase où ensemble,
ensemble, on va plus loin et tout seul, on va plus vite, quoi. Hein. Bon, bah, c'est un peu ça, quoi. Mais voilà, je pense qu'on ira plus loin. Après, non, mais c'est cool, ça va pas tarder. Ah ben, on D'accord. attend avec impatience. Bah, mais c'est cool. Tu veux clore la dernière question, Xavier? Bah, écoute, moi j'ai fait le tour de pas mal de choses. Euh, c'est vrai que oui, mais il y a quand même un truc, c'est qu'on a beaucoup parlé du jeu, de la manière de travailler, etc. Mais la personne, alors, qui es-tu vraiment? Par exemple, comment tu te définis en dehors du jeu? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Du sport, de la lecture, de l'histoire, enfin je ne sais pas. Quelles sont tes Ben, autres activités? bah, moi, bah, déjà, donc, je suis avec ma compagne, on est tous les deux, on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais à côté du jeu? Eh ben, je suis très cinéphile, en fait. Donc, déjà, je regarde pas mal de films depuis toujours. Je lis beaucoup de bouquins de ciné, de biographies. J'écoute de la musique. Voilà, je fais plus vraiment du sport, mais je marche pas mal. Alors en ce moment, c'est vrai que d'habitude, je marche à peu près 2 heures par jour et là en ce moment, bah, c'est pas trop ça, forcément. Je lis beaucoup de BD aussi. Voilà. Plutôt casanier ou plutôt explorateur? Euh, je pense que je suis un peu entre deux. J'ai fait pas mal de voyages. J'ai dû faire 26 ou 27 pays, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors des fois avec un sac à dos, mais quand même en mode cool. Hein. Je suis pas non plus parti en tant qu'aventurier. Hein. Je sais pas. Mais voilà, non, je suis un peu entre deux. Je pense que j'allais dire normal, ça veut rien dire, mais non, je suis pas tout le temps derrière mon ordi, et puis je suis pas non plus tout le temps. Ouais, voilà, je sais pas. Une bande de copains peut-être hein, autour de toi Bah ça, qui sont les j'ai des victimes amis. expiatoires des tests? Ça c'est plus. Alors tous mes anciens, les amis de longue date, en fait, sont pas particulièrement joueurs. Du coup, c'est très difficile de jouer avec les potes qui sont pas joueurs. Par contre, bah, il y a un peu maintenant, j'ai un peu deux catégories d'amis. Hein. En fait, j'ai les amis du jeu et les amis de la vie avant le jeu, quoi. Hein. Pour faire simple, c'est un peu ça, quoi. Qui peuvent se mélanger, hein. Mais c'est vrai que là, en ce moment, bah, je me rends compte que les anciens amis qui sont pas jeux, quand on se fait un apéro à part Skype, on joue pas. Et les amis du jeu, quand on fait un apéro Skype, on joue. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais, Je pense tu es que un c'est homme ambiant. chanceux de pouvoir mélanger les deux groupes parce que moi qui suis un joueur invétéré depuis très longtemps, j'ai effectivement des groupes d'amis de joueurs et d'autres groupes, mais ils se mélangent pas du tout. Ouais, j'ai surtout un gros avantage comme auteur de jeu, c'est que j'ai une chérie qui est très joueuse. Ah, ça effectivement, Et oui. ça, c'est pas tous les auteurs qui ont cette chance. À chaque fois que je lui dis, tiens, j'ai un truc, ça te tente ce soir d'essayer, elle est surexcitée à l'idée de tester un proto. Et ça, c'est cool parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien être à ma place là-dessus. Ça, c'est certain. D'accord, d'accord. Stéphanie, tu nous donnes le mot de la fin peut-être? Oh là là! C'était un beau retour à l'envoyeur, là. Sacré Xavier. Bah, c'est à toi de faire balle 7 et match, voilà. Oh là là. Tout Oh, ça. bah écoute, je vais remontrer une dernière fois la petite affiche des rencontres ludiques, puisque c'était là qu'Alexandre avait prévu de venir en dédicace, donc, et de faire présenter ses jeux, puisque comme il l'a dit, il adore présenter ses jeux en festival. Donc les rencontres ludiques de Lyon, bah, elles sont reportées, elles devaient avoir lieu en 18-19 avril, elles sont reportées au 12 et 13 décembre. Voilà. Et puis avant, hein, on retourne le petit flyer, avant, il y aura la convention Octogone, voilà, toujours organisée par la FAGIRA. Et la convention Octogone, c'est début octobre. Donc là aussi, on croise les doigts, tout le monde, pour espérer qu'on puisse jouer. Et donc la convention Octogone, c'est du 2 octobre au 4 octobre. Voilà. Et là, c'est non-stop. On trouve tous les jeux de plateau. Il y aura une zone famille, donc dans laquelle on trouvera les jeux d'Alexandre Droit. Et puis, bien, j'espère que tu pourras venir nous faire des dédicaces comme c'était prévu aux rencontres ludiques. Bah, Voilà. alors, Octogone, je passerai certainement. Les rencontres ludiques, logiquement, enfin, si Thierry de Descartes veut encore de moi, en général, il me propose chaque année de bosser au mois de décembre depuis 2 ans chez Descartes. Et du coup, en général, je bosse au mois de décembre chez Descartes. Donc après, il faudra que je vois où entre
si j'ai l'énergie de faire 2 jours de festival et de prendre 2 jours de congé où je fais 2 jours de festival, si Thierry me repropose de bosser ou pas. Voilà, ça Tu faudra. passes juste une petite heure, voilà, on dit le créneau Ouais. vient et ça fait juste une Mais petite bon, heure. voilà. Mais autrement, de toute façon, oui, je passerai certainement, j'essaierai de passer forcément au moins une des journées sur les deux pour les rencontres ludiques, c'est évident. Voilà, comme ça, si vous voulez vous faire dédicacer votre jeu Shop Shop, si vous l'avez déjà chez vous, ou le jeu de Wimon, et puis voilà. Alors, Les comme tu retouches. habites dans la région lyonnaise, si tu as un petit peu de temps l'été, il faut absolument qu'on t'envoie une invitation pour passer nous saluer aux Semaines de l'Hexagone. Alors, Voilà. c'est pas un gros festival, hein, c'est un C'est stage où? de jeu fait pour des joueurs et par des joueurs, mais ça draine quand même 50-60 personnes chaque jour. Et, euh, et ce sont des gens qui sont tous un peu partout en France et tous pour la plupart responsables de clubs ou autres. Enfin bref, des gens dont le jeu est une passion invétérée. Donc, Et c'est à c'est quel endroit les semaines de... l'occasion. Comment? C'est à quel endroit? Alors, c'est en banlieue de Lyon, puisqu'on est dans les monts du Lyonnais. On se met au frais, si tu veux. On est à Saint-Martin-Haut. Ok. Alors, Saint-Martin en haut. en haut, c'est-à-dire à ouest, sud-ouest de Lyon, à une cinquantaine de kilomètres, Stéphanie, c'est ça? Ou une quarantaine peut-être? À 30 km de Lyon, voilà. 30 kilomètres. On est bien, on est en bout d'une C'est ligne vers, de bus. vers Saint-Symphorien-sur-Coise ou des choses comme ça? Ou c'est pas du tout là? Euh, avant Saint-Symphorien. Ouais, C'est un mais peu c'est dans avant. dans cette direction-là, c'est par Oui, là. voilà, tout à fait, oui. C'est un peu en On y est hauteur, pendant on est 15 tout jours et près. tout le monde joue toute la journée, toute la nuit. Il y a les dortoirs avec les chambres sur place, Ah voilà. oui. Et on est de plus en plus famille, parce que c'est vrai qu'au début, Mm. c'était un groupe de joueurs qui jouaient essentiellement aux jeux de diplomatie et aux wargames. Puis ensuite sont venus des joueurs de rôle, des rôlistes invétérés qui passaient la nuit et on les réveillait le matin endormis à la table de jeu avec les cafés croissants. Et puis maintenant, avec le temps, tous ces gens-là, la première génération a fait une deuxième génération qui elle-même a grandi et est venue Mm. au séjour, et puis maintenant qui fait une troisième génération. Et maintenant, la troisième génération, elle commence à grandir et à vouloir jouer aussi. Donc, ça devient très famille, quoi. Ok, bah, Voilà, avec plaisir en tout cas. voilà, Ouais, ce voilà. sera volontiers. Bon, eh ben, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, au revoir Alexandre. Bah, Et au revoir, mais puis, merci à vous deux. on te souhaite encore de nous créer moult et moult jeux. Hein, t'as bien vu, hein, on a dit que tu es l'auteur des 1000 jeux, donc il faut arriver Ouais, jusqu'à 1000. Hein. ça va être chaud. Croisés et multipliés. Bah, merci Eh à ben, vous deux bonne en tout journée cas. à tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir.